François-Michel Lambert vient nous envoyer un texto indiquant qu'il y aurait du retard. Donc je vous propose d'ouvrir le débat à partir de maintenant. Je vous demanderai donc d'être concis dans votre intervention et d'indiquer à qui est adressée la question. Donc, bien entendu, les éditoriaux sont proscrits. Ou du moins limités à 1 minute 30. La parole est à la salle. Monsieur l'ambassadeur veut dire un mot juste avant, et ensuite nous céderons la parole à la salle. Je vais lire un texte qui a par titre Pourquoi blocus et pas embargo. Les actions hostiles du gouvernement des États-Unis contre Cuba n'entrent pas dans la définition d'embargo. Au contraire, elles dépassent le sens étroit du mot et typifient un blocus qui en réalité cherche l'isolement, l'asphyxie et à encercler et harceler Cuba dans le but de libérer, d'étouffer le peuple cubain et de le pousser à renoncer à sa décision de rester souverain et indépendant. Ces lycées constituent précisément des éléments cardinaux dans le concept du blocus, qui signifie siège, coupure de toute communication avec l'extérieur, isolement, autrement dit, une guerre d'usure, un procès pour obtenir une capitulation par la force ou par la famine. Depuis la conférence navale de Londres, en 1909, le blocus est considéré par le droit international comme un acte de guerre. Et en tant que tel, il ne peut être utilisé que par les pays belligérants. Par ailleurs, aucune norme du droit international ne justifie le dénommé blocus pacifique, tel qu'il fut employé par les puissances coloniales du XIXe siècle. Ce concept controversé n'est pas non plus de tradition dans le droit international accepté par les États-Unis d'Amérique, mais les autorités de ces pays semblent avoir la mémoire courte et oublient qu'en 1916, ils lancèrent cette mise en garde à la France en disant que les États-Unis ne reconnaissent à aucune puissance étrangère le droit de mettre des obstacles à l'exercice des droits commerciaux des pays non intéressés en ayant recours au blocus quand il n'y a pas d'état de guerre. Généralement, on appelle embargo un placement sous séquestre, une forme judiciaire de retenir les biens pour assurer de l'accomplissement d'une obligation contractée en toute légitimité. Il peut également s'agir d'une mesure de précaution à caractère patrimonial autorisée par les juges, un tribunal ou une autorité compétente visant à obliger les débiteurs à honorer ses obligations envers ses créanciers. Voilà une petite différence entre l'embargo et le blocus. C'est quand même demandé la salle, mais je veux réagir sur ce que vient de dire Hector, c'est intéressant. Moi j'étais toujours embêté par ça, et je ne veux pas rentrer dans un débat, disons, sur les mots. Je n'ai pas en français, je n'ai pas trouvé en espagnol, ni en anglais d'ailleurs, le concept s'appliquant de Cuba. Moi je disais toujours l'embargo blocus, et j'employais le mot blocus spécifiquement en rappelant que le gouvernement français, et d'ailleurs l'Union européenne et tous les États membres qui le composent, tous les ans votaient une résolution dénonçant, je cite, le blocus américain contre Cuba. Ça, là, il n'y a pas de problème, c'est un texte juridique qui est voté par l'Assemblée générale des Nations unies et qui emploie le mot blocus. Ça, c'est en termes juridiques. Maintenant, pour nous entendre, nous, et que les mots aient un sens, c'est vrai que Cuba a connu un vrai blocus au moment de la crise de 62, un blocus, il n'y avait plus de bateaux qui arrivaient, plus d'avions qui arrivaient, c'était un acte de guerre au sens direct. Depuis, on est très au-delà de l'embargo, et je crois que Stéphane l'a brillamment montré, on est dans une agression économique à visée d'étouffement généralisé. Mais puisque le mot blocus a ce sens précis qu'on a vécu en 62, je ne sais, j'employais le mot slash, et dans mon développement, j'expliquais bien pourquoi est-ce que je ne pouvais pas choisir l'un ou l'autre. Je crois que c'est assez... c'est la résolution des Nations Unies, et là-dessus la diplomatie cubaine a fait un remarquable travail de réussir à obtenir au bout de quelques années d'efforts une unanimité, c'est-à-dire moins les États-Unis et Israël, et même cette année les États-Unis et Israël. Quelle est la spécificité de Cuba? La spécificité
spécificité de Cuba, c'est quand même que ça a été une révolution à un développement socialiste. C'est ce qui fait, c'est ce qui travaille un petit peu tous les Français. Donc il y a une vision disant, alors comme on a cité M. Michel Rocard, il faudrait peut-être que Cuba regarde l'évolution du monde et suive le vent. Et il y a une autre façon, et je pense que c'est ce qui serait le plus intéressant sur Cuba, c'est de se demander par quel miracle et par quelle vision politique et le haut niveau de démocratie qui a permis à Cuba de ne pas suivre le chemin de ce qu'on appelait à l'époque les démocraties populaires. Et la discussion maintenant que Cuba s'est sauvé de cette déroute, c'est de voir comment le socialisme peut progresser à Cuba. Il peut progresser de différentes voies. C'est vrai sans doute avec, disons, la coopération honnête, disons, du savoir-faire français, pas seulement des sociétés privées. Donc voilà, moi j'aurais souhaité que le débat soit plus orienté. Quelles sont les améliorations que Cuba propose dans le socialisme et comment nous, en général, ici, qui nous tardons d'être progressistes, pouvons-nous participer à cela et non pas voir Cuba simplement comme un terrain de chasse pour les bénéfices de quelques sociétés. La parole est à Monsieur l'ambassadeur. Pour nous, les Cubains, nous qui sommes décidés à construire le socialisme, nous pensons qu'une des premières erreurs commises par la Révolution, c'est justement de ne pas respecter la principale loi du socialisme, de la construction du socialisme. C'est justement, ce n'est pas parce qu'on n'a pas voulu, c'est parce qu'on n'a pas pu, bien sûr, mais c'est la principale loi du socialisme, c'est satisfaire les nécessités croissantes du peuple. Ça, c'est le principe fondamental. Ça, c'est une des lois. Et l'autre loi, c'est donner, que chacun donne selon sa capacité et de recevoir selon son travail. Ce sont des lois qu'on n'a pas pu respecter parce que, bon, vous le savez, c'est le blocus, c'est nos difficultés internes, notre bureaucratie, notre lenteur pour prendre des décisions, mais surtout par des raisons économiques. Aujourd'hui, depuis octobre 2016, c'est la première fois avec l'AFD que Cuba a une banque internationale qui puisse venir à son aide. On n'est pas membre de l'FMI, on n'est pas membre de la Banque mondiale, on n'est pas membre de la BID, Banque interaméricaine de développement, parce que par toutes ces banques internationales, il y a la main des États-Unis, il y a la main du blocus. Alors, on continue pour nous, notre voie, c'est la construction du socialisme, même si il faut continuer à faire des efforts. Et voilà pourquoi, dans la nouvelle loi d'investissement, on a fait des priorités sur les secteurs que nous pensons nécessaires où les investisseurs étrangers doivent venir. Ce n'est pas pour... la priorité n'est pas d'ouvrir une boutique ou un restaurant. Ça peut se passer, mais ce n'est pas une priorité de l'État. Ça peut se passer, ça peut arriver qu'il y ait Guerlain ou n'importe quelle compagnie de parfums française, Chanel ou n'importe laquelle, mais ce n'est pas une priorité. La priorité, c'est le développement de Cuba, le développement durable. La construction du socialisme continue à être notre cible, notre objectif. Et voilà pourquoi nous cherchons à des investissements dans ces secteurs définis par le gouvernement. C'est vrai que quand on parlait tout à l'heure du commerce des produits alimentaires des États-Unis, ce n'est pas un commerce. La vente de certains aliments, d'aliments des États-Unis à Cuba, doivent se faire dans des conditions
qui n'ont rien à voir avec le commerce international. Entre autres, il y a l'interdiction d'octroyer à notre pays, à cette fin, des crédits publics ou privés. Imaginez-vous aujourd'hui, dans ce monde, comment on peut faire des commerces sans qu'il n'y ait pas de crédit ici, qu'il n'y ait pas de banque. Il y a aussi l'obligation, pour la partie cubaine, pour Cuba, de payer en espèces et à l'avance, ce qui met le secteur agricole des États-Unis en désavantage. Mais ma préoccupation, ce n'est pas le secteur agricole américain, c'est le peuple cubain. Mais voilà, ce sont des conditions réelles imposées par les États-Unis. Quand on parle d'embargo, des blocus, l'objectif, c'est le même. Ce qui a changé, c'est le moment d'appliquer les lois. Je me rappelle au moment où la Helms-Burton a été signée par le président Clinton, c'était une loi qui a été justifiée par une action. C'est quand Cuba a dû défendre son ciel, quand il y a eu des violations flagrantes, permanentes des avions sur notre territoire, et on a justifié que c'est à cause de cette raison qu'on a signé la loi Helms-Burton. Et ce n'est pas vrai. C'était au mois de février 1996, et cette loi était prête à être signée depuis novembre de 1995. C'est une situation qui est aberrante. Ce n'est pas une situation normale. Donc pour nous, ça continue à être notre détermination de construire le socialisme, même s'il faut continuer à affronter des difficultés. Les États-Unis nous ont dit, à l'époque d'Obama, on veut lever le blocus. Ils ont même voté avec abstention aux Nations Unies, à l'Assemblée générale des Nations Unies. Ils insistent qu'ils sont contre le blocus. Et que c'est la cause, c'est le Congrès nord-américain qui ne veut pas lever le blocus. Mais voilà une contradiction qui donne une idée de l'hypocrisie du gouvernement des États-Unis. Ce n'est pas le Congrès américain qui a amendé avec 14 milliards de dollars de banques étrangères. C'est l'exécutif, c'est le département du Trésor des États-Unis, c'est le gouvernement américain, ce n'est pas le Congrès. Alors, peut-être que je ne réponds pas exactement à votre question, mais ça me donne la possibilité de faire un autre commentaire. Question suivante. Dans aussi une nouvelle question à monsieur l'ambassadeur, il faut savoir quel est le poids économique de l'armée cubaine, notamment dans le tourisme, qui paraît un secteur prioritaire pour le gouvernement. Et est-ce qu'on peut dire que, parmi les échecs dont vous mentionnez vous-même, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Cuba... Le poids de l'armée dans l'économie, ce sont des chiffres que les Américains voudraient bien avoir. Donc il faut laisser un peu de temps. Il faut que les Américains dépensent un peu de l'argent pour la CIA pour chercher cette information. On ne doit pas la donner si gratuitement. Non, c'est vrai, ce sont des choses. L'armée, c'est confidentiel, ce sont des informations confidentielles. L'armée cubaine a voulu, depuis très très longtemps, être autosuffisante. Que ça ne soit pas une charge pour le budget de l'État. Ce n'est pas un secret. Là, ce n'est pas un secret. Et même, il y a, vous pouvez le voir, quand vous venez à Cuba en tant que touriste, vous pouvez le voir, il y a des marchés d'agriculture à La Havane qui sont administrés par l'armée et avec des produits par l'armée.
avec des prix subventionnés, avec des prix moins chers que ceux qui sont vendus par les paysans privés, le marché privé, tout ça. C'est moins cher. Et la deuxième question, c'était C'est ça, la société sans classe. Tourisme. les. À Cuba, il y a, je crois que je n'aurais pas le privilège de voir une société sans classe à Cuba. Ça, c'est une période très loin de nous. C'est dans le communisme où il n'y aura pas de classe. Aujourd'hui, on a des classes sociales. Aujourd'hui, on a des luttes des classes sociales. On a des luttes des classes pas économiques. Toutes les classes qui ont un même objectif économique. Il n'y a pas de classes de lutte politique parce que toutes les classes de Cuba aujourd'hui sont pour le même pouvoir politique. Il n'y a pas une classe différente qui voudrait prendre le pouvoir. Donc il n'y a pas de différence du point de vue politique, mais il y a de grandes différences de classe du point de vue idéologique. Il y a normalement, selon ce qui nous a été appris par nos professeurs de marxisme, il y a la lutte des classes aux trois niveaux, économique, politique et idéologique. Aujourd'hui à Cuba, il y a des luttes des classes au niveau idéologique. Si je peux me permettre un petit commentaire complémentaire, mais encore sous l'experte et sous l'avis de M. l'ambassadeur, à propos de l'armée. Quand on parle de l'armée cubaine, souvent dans l'esprit général, l'armée cubaine, c'est comme beaucoup d'armées latino-américaines, et on a en tête le général Tapioca, l'armée un peu de Tintin, enfin, vous voyez des personnalités comme ça un peu particulières, ou alors des images traditionnelles de l'armée qui a pris le pouvoir dans des pays sud-américains. L'armée cubaine n'a rien à voir avec ça. D'une part, l'armée cubaine a totalement fait corps avec la société civile, ce qu'on appelle l'armée de la libération populaire, on peut dire ça comme ça. Et l'armée cubaine joue un rôle extrêmement important dans la société cubaine, d'une manière générale, et que les élites cubaines sont très professionnelles, très patriotes, très bien formées par des grandes écoles, y compris à l'étranger, et qu'elles ont été habituées à négocier des rapports de force, d'abord dans un contexte de guerre froide, sur le plan militaire et stratégique, et elles ont, ces élites-là, si je peux me permettre, tout ça sous contrôle de l'ambassadeur, ces élites ont pu acquérir une formation dans les négociations, dans les rapports de force, y compris sur les questions internationales, qui est un acquis très important pour Cuba et qui pourrait effectivement jouer un rôle à l'avenir, d'une manière générale. Et ces élites, très sûres et très bien formées, jouent un rôle important dans le domaine économique, à la tête d'un certain nombre d'organisations, d'institutions qui mènent en quelque sorte un rôle majeur dans la modernisation de l'économie et qui constitue en quelque sorte une sorte de fer de lance de la modernisation de l'économie du pays. Voilà, ça c'est un point de vue personnel et peut-être que Jean peut-être compléter ce avis.